Bonsoir à toutes et à tous. Ça fait un bon moment depuis notre dernier live, mais là, je redémarre avec une nouvelle série de lives sur le pop-up store et sur le retail. Ce soir, je vais rejoindre Jean-Marc Ménian et on va parler de l'évolution des magasins éphémères, des pratiques des marques en termes d'adoption de ces types de points de vente. Et on va surtout parler des magasins éphémères comme étant des espaces de rencontre créatifs et interactifs. Donc ce soir, avec Jean-Marc, directeur général d'Altavia Shoppermind, je vais discuter de l'évolution de ces magasins éphémères, des pratiques des marques et surtout sur un point important qui est la digitalisation des points de vente. Voilà. Je vais inviter Jean-Marc et on va discuter de tous ces points ensemble. J'attends quelques petites secondes pour que je puisse rejoindre. Et donc, comme je l'ai précisé, on va parler de plusieurs cas de figure des magasins éphémères. Surtout en relation avec les nouveaux pop-up stores parisiens, comme par exemple le cas très récent d'AliExpress. Comme j'avais aussi précisé, on va parler de l'aspect digital qui vient indispensable aux magasins éphémères et des pratiques des marques envers la digitalisation de leurs magasins éphémères et de leurs points de vente éphémères. Donc, tout d'abord, Jean-Marc va nous aider à redéfinir les points de vente, de parler pourquoi ces types de marques s'intéressent aux magasins éphémères et à l'adoption des magasins éphémères. Quelles sont les pratiques utilisées par les marques ou adoptées et comment ces pratiques ont changé ces dernières 10 années depuis le tout début des magasins éphémères, etc. Voilà, donc c'est très important de revenir vers nous avec vos questions, surtout que Jean-Marc a une expérience très importante dans le retail et qu'il a pu suivre depuis des années l'évolution des magasins éphémères. Allez, j'invite Jean-Marc et discussion. Allez, je réinvite Jean-Marc. Il faut que tu acceptes. Allez, on est là. Voilà, youpi. Bonjour tout le monde. Hello, hello. Bonjour. J'ai fait une petite introduction et je te donne tout de suite la parole parce que j'ai pris un tout petit peu de ton temps. Bonsoir Jean-Marc, je suis très ravie de t'avoir avec nous. Et donc, je te laisse la parole pour nous dire tout d'abord qui tu es et qu'est-ce que tu fais. D'accord. Donc je m'appelle Jean-Marc Ménien, je suis directeur général. Vous m'entendez bien? Galia, tu me fais un pouce si ça va. Donc je suis directeur général de Altavia Shoppermind, qui est un observatoire sur les tendances de consommation et l'évolution du commerce au sein du groupe Altavia, qui est un groupe de communication leader pour les distributeurs. Donc j'ai cette chance de pas mal voyager et m'intéresser aussi au marché français puisqu'on est présent dans 30 pays.
Et effectivement, le sujet pop-up, je regardais tout à l'heure sur mon blog, puisque je suis blogueur également, mais à titre personnel et également professionnel, mais c'est deux blogs différents. Et je crois que je dois avoir 350 posts depuis 2011 sur simplement le mot-de-clé pop-up. Donc, si vous voulez des renseignements, indépendamment de Galia, vous pouvez parfaitement vous voir sur mon blog. C'est ça, je vais partager toutes ces infos juste après le pop-up. Donc, D'accord. cette expérience extensive, comme on peut dire, sur les pop-up stores nous intéresse ce soir. Et on va Oui. commencer tout simplement par essayer de définir les pop-up stores et de voir comment ces pop-up ont évolué ces dernières 10 années. Alors c'est bien Galia déjà que tu dises les pop-up stores parce que bien entendu il n'y a pas un pop-up store qui ressemble à un autre pop-up store et donc c'est des tenants et des aboutissants qui peuvent être très très différents. On va dire que cette forme est apparue, elle a toujours existé. On pourrait considérer presque qu'un marchand de glace sur le sable en été, eh ben, c'est un pop-up store parce qu'après l'été il n'est plus là. Donc c'est une forme de commerce traditionnel mais qui depuis un certain nombre d'années a connu pas mal de succès auprès des industriels, marques, mais aussi des distributeurs. Alors pourquoi on va dire que c'est un outil commun? Alors déjà à l'origine, on en avait discuté avec Galia, mais je crois qu'elle a une antériorité plus importante, mais on a beaucoup parlé des premiers pop-up stores au moment de la crise de 2008, puisque avec la crise économique, il y a eu beaucoup de baux et de commerces qui avaient fermé aux États-Unis. Donc il y avait des bailleurs qui se retrouvaient avec des magasins vides à des emplacements hyper stratégiques. Et donc plutôt que de les laisser vides, ils les louaient à des baux éphémères, c'est le cas de le dire, pour une certaine période. Et puis ça a pris pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, l'objectif, on va dire, c'est toujours de marquer les esprits et de tester dans une période où effectivement le commerce depuis 10 ans, 15 ans a quand même subi des évolutions énormes. Et donc on peut pas se lancer et changer un hypermarché tous les jours ou un magasin de vêtements tous les jours. Donc le pop-up store était une opportunité. Alors ça marquait les esprits parce que ça a toujours un format plutôt disruptif. Et puis on va dire, tout est relatif bien entendu, mais c'est relativement pas cher. Voilà, on l'ouvre pas longtemps, on négocie. Souvent, ça a pu même participer à des rénovations, enfin des activités dans des quartiers de ville, à Brooklyn ou ce genre de choses. Et donc tout de suite, la première intérêt, on va dire que c'est plus un outil de communication qu'un outil de vente à l'instant T. Bien entendu, c'est un outil de test pour vendre après, si on développe le concept. Mais en tout cas, c'est pas tellement conçu comme un outil de vente, mais un outil de com. Et ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, c'est un outil de communication qui n'est pas seulement destiné aux clients. C'est-à-dire que souvent, c'est destiné aussi à l'interne. Parce que pareil, dans le monde de la distribution, dans le monde des marques, depuis un certain nombre d'années, on voit les choses se bousculer. On n'ose pas aller trop loin dans la disruption, justement. Donc les pop-up stores, souvent, étaient faits aussi pour montrer à l'interne, notamment, je prends le cas de réseaux de franchisés ou de réseaux dans la technologie, et ben monter un pop-up store parce que c'était finalement le laboratoire de l'excellence des nouveaux concepts et d'expérience client que des directeurs de magasins pourraient après développer dans leur propre magasin. Donc finalement, il avait aussi une fonction d'exemple pour montrer des choses que, toujours par rapport à cette culture, les directeurs de magasins auraient peut-être moins facilement accepté. Donc ça, c'est un point aussi important, c'est que c'est autant pour l'interne que pour l'externe. Pour moi, c'est même presque plus important pour l'interne que pour l'externe. Voilà. C'est vrai qu'on a évoqué plusieurs mots-clés très importants caractérisant ce type de magasin et oui. reflétant leur identité. C'est vrai que les magasins éphémères sont des outils très agiles qui servent également à communiquer comme à distribuer les marques. Et donc, au cours de ces années, comme tu l'as bien précisé, les magasins éphémères et les pratiques de ce type de magasins ont évolué. Donc, après avoir défini les magasins éphémères, comment on pourrait en fait décrire l'évolution et le changement qu'a subi ces points de vente?
Alors déjà, moi je crois que derrière un pop-up, il y a un objectif. Il ne faut pas plusieurs objectifs, il faut un objectif à tester. C'est vrai. Donc tester l'objectif, et en général c'est tester, c'est-à-dire aller un peu plus loin que les concepts qu'on a sur son propre réseau, si on est un distributeur, et puis tester la vente directe si on a une marque, parce que bien entendu, notamment avec les places de marché, les marques vont de plus en plus vendre en direct, donc il faut apprendre à vendre online et offline, on y reviendra. Donc les cas de figure pour un pop-up store, ça peut être quoi? Ça peut être, c'est saisonnier d'abord. Alors on a beaucoup vu de pop-up store en termes de saison, soit par opportunité. On a vu des magasins Nutella, on a vu il y en avait un qui était assez extraordinaire dans le Marais il y a 2 ans, qui était Magnum, les Magnum avec un concept Make Your Own. Donc là, clairement, c'est à la fois saisonnier et puis c'est pousser vraiment le concept à un moment où c'est porteur pour les ventes. Le deuxième, c'est que effectivement, ça peut être utilisé aussi pour une prochaine ouverture. Je prends le cas de Boulanger, par exemple, à Vélizy 2, qui avait repris le Darty au moment de la fusion Darty-Fnac. Fnac-Darty a été obligé de céder sa surface, et donc pendant les travaux de transformation, Boulanger avait monté un pop-up. Donc là, on va dire que c'était de la prévention, de la prévention. Il y a un type aussi de pop-up store qu'on a un petit peu oublié, qu'on voit un peu moins. C'était des pop-up stores de discounters. C'est-à-dire, vous aviez beaucoup de gens qui achetaient un stock, un container, qui Pour les venait d'Asie liquider. avec des casseroles, des poêles, voilà, et je ne sais quoi, ni quoi, ni caisse, des aspirateurs, et qui louaient un espace vacant dans un centre commercial. Et il n'y avait même pas de date de fermeture. La date de fermeture, c'était au moment où il n'y avait plus de stock, quoi. Donc, c'est vraiment bien définir au départ cet objectif. Donc, actuellement, on va dire quel peut être un objectif assigné à un pop-up store. Moi, je crois que la priorité des priorités, c'est qu'on a depuis 10-15 ans dans le commerce deux mondes qui vivent parallèlement, qui se rapprochent de plus en plus, qui maintenant sont totalement complémentaires l'un de l'autre, et chacun ignore un peu la partie de l'autre, c'est-à-dire les pure players, les brick and mortar, on va dire, les enseignes physiques ou les marques connaissent mal le monde de la vente en ligne et les outils digitaux. Donc avant de les développer sur leur propre réseau, on peut parfaitement le tester sur un pop-up store. Et inversement, les pure players qui ne connaissent pas du tout le monde physique du retail peuvent utiliser le mode de pop-up store pour vraiment se confronter à la vraie vie, quoi. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Se confronter à la vraie vie et puis en osant un peu plus qu'on ne pourrait. Donc pour moi, l'évolution, il peut toujours y en avoir des saisonnières ou pour une ouverture de magasins ou autre, ce genre d'objectifs que j'avais déjà donné. Mais je crois que la priorité aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment d'arriver à joindre, d'ailleurs c'est ce qu'on voit et on en parlera dans le magasin AliExpress, c'est vraiment d'arriver à combiner les deux mondes en prenant le meilleur de chacun pour avoir un parcours sans couture entre le on et le off. On l'a vu avec La Redoute, quand La Redoute a fait son expérience, c'est pareil, ça paraissait complètement anachronique de voir La Redoute, son catalogue historique, et puis un jour tomber en ville avec un container où il n'y a pas de stock et il y a une exposition de produits et on joue avec du Bluetooth à l'époque ou des QR codes. Donc vraiment c'est aller tester des choses avant de les développer sur la totalité de son réseau. C'est aussi aller à la rencontre de nouvelles cibles. C'est clair que les millennials, par exemple, ne vont pas forcément, voire même la génération Z, dans un hypermarché ou dans un supermarché, ou forcément n'est pas forcément souvent dans le monde physique et privilégie souvent le monde virtuel. Donc le Donc, pop-up est un moyen, par son côté disruptif, d'attirer, de tester, d'oser, et Dieu sait si en ce moment il va falloir remettre un petit peu tout ça sur la sur le table bon chemin. parce C'est que ça. ouais, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc, pour reprendre et continuer, ce qui est important donc de noter quant au développement des pop-up stores, c'est que un point très important est la digitalisation et ce tissage entre le physique et le virtuel qui aujourd'hui ne peut pas être négligé. Et on en parlera plus en détail avec. On pourrait imaginer un pop-up store qui soit pas du tout relié au digital, mais
c'est comme le commerce. Le commerce en digital n'existera plus. Je veux dire, faut l'accepter, faut vivre avec. Oui, on pourrait imaginer quelqu'un dise, moi le digital, je m'en fiche et je continue à tester du pop-up store. Et comment est-ce que je peux le vendre au mieux sans digital? Ça pourrait être un objectif, mais je ne crois pas tout à fait que ce soit l'objectif aujourd'hui. D'accord. Une petite question qui se lance là. On dit pourquoi les pop-up stores ou les pratiques peut-être deviennent plus compliquées. On vous demande la question bien in skin France, est-ce que la pratique est compliquée de tisser en fait entre le online et le physique? Est-ce que c'est une pratique compliquée? Oui, c'est une pratique compliquée technologiquement et comme je le disais tout à l'heure, culturellement. Culturellement pour les clients et culturellement pour l'interne. Et il faut faire des expériences, il faut vraiment aller beaucoup plus loin dans l'expérience. Donc encore une fois, c'est le moyen de tester et comme vous disiez, comme tu disais tout à l'heure Galia, c'est le mot agile, c'est-à-dire un pop-up store généralement, bon, c'est exceptionnel, celui d'AliExpress n'a duré que 2 jours à Paris, mais généralement on est sur des périodes de 10 jours pour couvrir 2 week-ends et on a le temps de corriger entre-temps. Alors pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué pour toutes les formes de commerce actuellement et c'est justement parce que c'est compliqué pour le commerce, parce que ça ne peut pas se mettre en place cette révolution culturelle digitale, ce tsunami qui a touché tout le monde, n'a pas pu se mettre en place en 6 mois et donc en quelques années, tout ça est en train de se régler. Donc finalement, comme c'est compliqué, autant tester sur des petits formats, en allant un peu plus loin, en allant à la rencontre du client et en faisant des expériences qu'on n'aurait peut-être pas osé faire en magasin. C'est pour ça que c'est justement parce que le commerce, c'est compliqué, que des formules de magasins éphémères peut-être ont émergé pour pouvoir tester tout ça. C'est vrai que vraiment de le dire comme ça La nous poule fait qui fait rire. l'œuf ou l'œuf qui fait la poule, quoi. Voilà. Donc, Jean-Marc, d'où la réponse que, pardon, excuse-moi, j'anticipe peut-être un peu, mais on vit une crise terrible. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, on disait retail apocalypse, mais non, il y a quand même eu 25 000 fermetures de magasins l'année dernière aux États-Unis. Et cette année, avec cette crise sanitaire, ça va être une catastrophe, en France comme ailleurs. Donc ça veut dire que là aussi, ça va être compliqué. Donc les pop-up stores seront peut-être aussi une formule pour revenir dans le commerce, parce qu'on est obligé d'y sortir au moment du sanitaire pour des raisons X ou Y, voilà. d'accord. Je suis un tout petit peu curieuse et je veux demander que, d'après ton expérience, est-ce que les pratiques des pop-up stores aux États-Unis sont différentes, par exemple, des pratiques des pop-up stores en France? Pas du tout. Je dirais non parce que le principe d'un pop-up store, c'est pareil, donc qu'il soit en Corée comme Appster ou à New York comme le Sephora Pantone au moment de lancement de marque. Il faut interpeller, il faut être un peu disruptif, il faut être donc finalement, j'en ai pas vu des qui soient carrément différents. C'est-à-dire on crée une expérience spécifique autour d'une marque avec une expérience et un accompagnement, on va dire, digital et humain. L'un n'ira jamais sans l'autre, hein, n'oublions pas. Digital tout seul, ça marche pas. L'humain tout seul, ça ne marchera plus. Donc c'est la réunion des deux. Et donc voilà. Donc il n'y a pas vraiment de différence, je dirais, à part que moi, le plus beau que j'ai vu, c'était Napster en Corée. C'était une reconstitution d'un studio dans une zone piétonne, sur une zone piétonne qui était tout en carton. Voilà. Vous auriez pu le mettre à Paris ou autre. Bon. Et je pense, pour mieux répondre à ta question, que justement la marque va un peu loin pour avoir des retombées médias, mais pas des retombées médias seulement locales, aussi internationales. Donc du coup, on retrouve un peu la même chose. En Chine, c'est pareil. Les pop-up stores, il y en a énormément qui sortent, notamment au moment du Double 11, donc de la journée du célibataire, le single day, enfin comme vous voulez. Voilà, donc il y a pas tellement de différence. La seule constante, c'est que on voit de plus en plus le digital s'intégrer dans le parcours client, dans l'expérience client, avec des niveaux de visibilité dans le magasin, plus ou moins. AliExpress, c'est incroyable, c'est un magasin qui ne marche qu'avec du digital et il n'y a pas un écran. Voilà, on reviendra dessus. On reviendra sur ce point. En tout cas, pas de différence. Je veux dire, c'est universel.
D'accord, donc on trouve un dénominateur commun des pop-up stores et de Oui. ces pratiques partout. Donc aujourd'hui, quand on revient à la conceptualisation d'une atmosphère d'un point de vente éphémère, d'un pop-up store, comme on l'a évoqué, le digital devient un point très important. Je sais que des marques ont moins de moyens et d'autres ont plus de moyens de digitaliser leurs points de vente. Mais donc, quelle est aujourd'hui l'importance de digitaliser le point de vente et quels sont les impacts sur les retombées de ces points de vente? Est-ce que ça va faire venir plus de gens? Est-ce que ça va faire parler plus? Parlons du digital. Alors, ouais, la première question, elle est en dehors des pop-up stores. Ben oui, le commerce, ça m'a valu beaucoup de remarques parce que j'ai toujours essayé d'avoir le quart d'heure d'avance. Et il y a 6-7 ans, on me disait, ah, il va encore nous parler d'Amazon, ah, il va encore nous parler d'Alibaba, ah, il va encore nous parler de faire ses courses sur un mobile. J'ai même un blog qui a dit Jean-Marc Ménien, et enfin, il est fou, quoi. On va brouiller les ondes d'un mobile dans un magasin parce qu'il y avait le fameux phénomène du showrooming qui faisait peur à tout le commerce physique, c'est-à-dire vous veniez avec votre mobile que vous aviez déjà en main, hein, vous cherchiez en magasin et puis une fois que vous l'aviez trouvé, vous l'achetiez sur Amazon. Donc tout ça maintenant c'est accepté beaucoup plus que ça ne l'était il y a encore 5 ou 10 ans. Et là, avec la crise sanitaire qu'on se voit et toutes les incidences qu'il y a sur les logiques de sans contact et d'achat direct, hein, les drives, les click and collect, les curbside, le ramassage sur rue qui n'existait pas aux États-Unis. Donc, vous appelez votre magasin et il vous met vos courses dans le coffre directement. Vous n'avez même pas à descendre. Donc, tout ça va accélérer, on va dire, ce process digital. Donc, arrêtons de nous poser des questions. Au NRF, l'année dernière, il disait la guerre est perdue. Oui. La guerre est perdue dans le sens où on sera obligé d'être ce que moi j'appelle accessible. Voilà. Le commerce, pourquoi est-ce qu'il doit se digitaliser? C'est parce que les clients veulent un commerce accessible selon, pour moi, 4 scénarios. Les 4 scénarios d'un parcours d'achat, ils sont très simples. C'est je vais au magasin, j'emporte. C'est l'historique, c'est ce qui s'est toujours passé. Le deuxième, c'est je vais en magasin, je me fais livrer. Ça a émergé avec le online, etc. Ou même, si on prend à l'origine, déjà le Minitel avec la Redoute. Le troisième, c'est je commande en ligne et je me fais livrer, donc 100% online. Et le quatrième, c'est je commande en ligne et je vais chercher dans le magasin. Le petit dernier, qui est le click and collect. Et ça, c'est l'accessibilité au magasin. C'est-à-dire qu'un client aujourd'hui, s'il veut pas aller dans votre magasin, c'est pas forcément parce qu'il n'aime pas ou parce qu'il veut pas. C'est parce qu'il n'a pas le temps et puis que maintenant, il sait que dans certains magasins, vous passez votre commande et vous passez la prendre 5 minutes après ou 1 heure après, elle est prête. Donc maintenant, si vous voulez, tous ces modèles de ces 4 scénarios de parcours d'achat, on doit apporter une réponse sur les 4 schémas. Donc, il y en a. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous en avez 3 qui sont avec du digital, mais vous en avez 3 qui sont aussi, il faut passer en magasin. Donc finalement, plus vous digitalisez, là aussi, pendant des années, on m'a pris un peu pour un fada, comme on dirait à Marseille. Mais je disais, si vous voulez, monsieur le distributeur, faire venir des gens dans votre magasin, il faut développer vos ventes en ligne. Alors là, je vous raconte pas, il y a 10 ans ou 8 ans, les gens me tombaient dessus, mais c'était la réalité et c'est ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire que plus votre magasin est ouvert, y compris digitalement, plus les gens y viendront et y achèteront. Donc, c'est clairement la raison pour laquelle le commerce, vous savez, le commerce, il est le reflet de sa société. Voilà. La société industrielle, c'était les années 80, 70, 80. Et ben les années 70, 80, on a créé l'hyperconsommation, l'hyperdistribution et les hypermarchés. Aujourd'hui, on est dans un schéma totalement inverse. Et comme dit Elon Musk, n'importe comment, quand on lui parle pourquoi il va nous mettre des puces dans le cerveau, je suis totalement contre, hein, je ne fais pas sa défense, mais il dit n'importe comment. Aujourd'hui déjà, tous les humains ont une couche numérique. Hein, la couche numérique, c'est ce qu'on tient dans la main. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu un outil comme ça qui soit une extension de mémoire. Voilà. Donc, c'est incontournable.
avec beaucoup d'angoisse, de manque de culture, comme je disais. Donc, les pop-up stores ou les expériences éphémères sont une bonne opportunité pour se faire sa culture, pour y aller plus doucement peut-être et avec moins de risques que si on développe tout de suite tout ça dans son magasin. Ok, juste une petite question concernant les différents types de magasins éphémères. On trouve aussi aujourd'hui plein de magasins éphémères comme des collectifs qui sont montés par un organisateur et ou Excuse-moi, ça a coupé comme le collectif? des collectifs où des jeunes marques de créateurs exposent dans ces Oui. magasins éphémères, dans ces collectifs éphémères, qui sont plutôt des magasins qui ressemblent à des magasins traditionnels et qui sont moins digitalisés ou moins développés en termes de créativité. Qu'est-ce que vous pensez de ces collectifs? Alors, collectif voulait dire quelqu'un qui propose plusieurs, comme aux Multimarques, États-Unis, c'est ça? des À New York? multimarques. D'accord, ok. Moi, je trouve ça bien parce que effectivement, comme les marques aiment tester, le problème, n'importe comment que ce soit un pop-up store ou un magasin, il faut qu'ils viennent du monde, hein. Donc, le trafic, il s'invente pas comme ça. Donc, plus on est de marques, plus à la limite, et ça peut être un concept de dire ici il y a de l'innovation, comme le magasin, j'ai oublié le nom, pas Westfield, enfin bref, à New York, il y avait une superbe expérience comme ça de start-up qui se mettaient toutes dans un assaut, dans un immeuble et Snowfields, Hmm Schofield, Snowfields. voilà, Schofield, qui malheureusement doit être fermé, hein. Le commerce new-yorkais, avec toutes les fabuleuses DNVB qu'on a visitées encore en janvier, Glossier, etc., ils sont tous fermés. Enfin, c'est une catastrophe. Mais bon, pour répondre à ta question, un collectif, pourquoi pas? Maintenant, je dirais que bon, c'est un concept en soi, mais on n'a pas besoin d'être dans un collectif pour être pop-up. Par contre, ça peut être effectivement à un niveau intermédiaire pour des marques qui hésitent d'y aller ou qui savent pas comment y aller. Donc finalement bénéficier de l'expérience des autres et de l'expérience de ce collectif pour y participer, ça peut être intéressant. Et là finalement le plus grand collectif de pop-up store, c'est une foire municipale, hein. C'était quoi une foire municipale avant? C'était une foire dans laquelle le magasin d'ameublement, il y avait la fête foraine, mais il y avait aussi tous les commerçants avaient leur propre stand dans cette foire. Donc finalement, l'histoire ne se fait que se Se rhabiller, on répéter. va dire, se Oui. répéter en se rhabillant. Ok, très bien. Juste Donc j'ai aussi, répondu sur le collectif, mais la oui, deuxième partie de la question, c'était? la deuxième partie, c'était que ces marques digitalisent moins parce qu'elles ont moins de moyens. Voilà, donc comment on peut avoir des réponses peut-être à ces petits jeunes créateurs pour avoir une chance de se montrer plus en fait. C'est difficile. Je suis résolument optimiste, moi. Donc, je vais dire qu'il y a peut-être des pistes pour rester 100% physique et ignorer le digital. Oui, Je dis bien ignorer le digital. C'est-à-dire, j'ai des beaux t-shirts, venez les acheter. Voilà. Mais vous avez dans votre magasin, même si vous n'avez pas le digital, le client, il l'a dans sa main. oui, Il l'a dans sa main. Donc, même si vous ne mettez pas de digital, forcément, vous vous mettez déjà en défaut par rapport à lui. Parce que, sauf si vous êtes un créateur talentueux et que tout d'un coup c'est le coup de cœur et que voilà, et alléluia, tout va bien, il faut quand même qu'il se fasse connaître après, il faut qu'il ait de la communication virale. Donc, très honnêtement, mais je peux me tromper, mais j'y crois pas. Je n'y crois plus. Ça peut être un parti, mais je pense que je reprends la phrase du NRF, hein, la guerre est perdue, hein. Mais d'accord. pour oublier que c'était la guerre, maintenant on reconstruit avec ça. D'accord, merci. Pour revenir donc à ce point, j'aimerais aussi rebondir avec toi sur les pop-up stores qui ont maintenant surgi online. Les online pop-up stores qui deviennent Oui. une pratique de plus en plus importante, surtout apparaissant pendant le Covid. Donc, est-ce que tu as des infos sur ce type de pop-up, leur Oui, futur oui, peut-être? oui. Alors, tu m'arrêtes si je parle beaucoup, hein, mais on va mettre le côté Covid pour l'instant de côté. Moi, je l'ai abordé en disant que ce serait une opportunité, j'y reviendrai. Mais d'abord, pour moi, le Virtual Pop-up Store, il est, il est né en Chine avec Alibaba. Voilà.
pendant longtemps, on a crié Amazon, Amazon, et puis j'étais un des pionniers quand même à aller voir nos petits amis et à m'occuper du Double Eleven, par exemple, je crois des 2013 ou quelque chose comme ça. Et là, c'est bourré de pop-up stores virtuels, c'est-à-dire que si vous prenez le cas de l'automobile, par exemple, puisque les Chinois vendent des Maserati que vous pouvez même acheter directement sur votre mobile. Alors, c'est des instants très précis, donc c'est soit pendant le Double Eleven, soit alors quand Maserati a voulu lancer le modèle Levante, c'est leur petit SUV, en 2018, je crois, en Chine. Ils ont monté un pop-up store sur Tmall, d'accord. Ils ont mis en pré-vente des tickets qui permettaient de réserver sa voiture pour que le jour J, à l'heure dite, il soit sûr de pouvoir l'acheter et avoir la voiture. Donc ils ont mis jusqu'au jour J, ils ont mis je crois 100 bons, c'était pas des bons de réservation, hein, c'était déjà un pré-acompte on va dire, puisqu'après ça renvoie sur le concessionnaire. Ils en ont mis 100 à 90 RMB, donc ça doit faire 7 000 dollars je crois. Les 100 sont partis en 18 secondes pour une voiture à 92 000 euros. Voilà. Donc une fois que ça a été fait, le pop-up store Maserati, il est parti. Voilà. Donc vous trouvez du Porsche au Japon, un peu sur Amazon, mais c'est là où je reconnais une grande différence avec entre Alibaba et Amazon. Quand on dit que c'est pareil, c'est pas du tout pareil. C'est que l'expérience sur Amazon, elle est relativement pauvre. Vous avez un produit, un prix, une information, vous cliquez, il est chez vous maintenant dans la journée. Voilà. Alibaba se caractérisait par des espaces de marque qui étaient plus ou moins éphémères d'ailleurs. Il y en a qui n'étaient pas éphémères. Je me souviens qu'en 2016, je crois, en Chine, il y avait 12 Apple Store physiques et un Apple Store virtuel qui était sur Alibaba. Voilà, donc il peut être permanent. L'exemple d'Apple Store ou de L'Oréal sur le site Tmall ou Taobao, mais il peut être éphémère et à l'occasion du Double Eleven, il y a plein de marques qui communiquent que pendant la période du Double Eleven ou comme je vous disais, le cas de Maserati pendant un lancement de véhicule, mais c'est pas que la Chine puisqu'après en dupliquant, Volkswagen a par exemple lancé un modèle en Italie via ce principe en mettant alors un pop-up sur Amazon, mais c'est pas du tout la même qualité d'exécution, on va dire, entre Alibaba, Tmall et Amazon. Et peut-être que demain, et du coup ça rejoindra peut-être le sujet AliExpress, peut-être que demain il y aura des pop-up de marques sur AliExpress en France. C'est possible. Alors après, en dehors des places de marché, pourquoi est-ce que c'est intéressant de monter un pop-up sur une place de marché? C'est parce que vous bénéficiez du volume, obligatoirement. Donc c'est un petit peu comme le collectif dont on parlait tout à l'heure. Donc lancer un pop-up store virtuel tout seul sur Internet, il faut être courageux quand même. Il faut être courageux. Donc il faut le faire, mais là il faut déjà bien connaître. Sinon, il faut profiter de là où il y a le maximum de trafic. Tout est une question de trafic. Hein. Avant, le trafic, il se passait dans le centre commercial parce que vous y alliez 2 fois par mois pour faire vos courses à l'hyper du locomotive du centre. Maintenant, le trafic, il est sur Internet. Donc voilà. Alors, soit vous rejoignez des gros créateurs de trafic comme Cdiscount, comme etc. Soit alors vous le faites tout seul, mais ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Ça nous ramène donc à la question de comment construire son trafic et comment générer en fait cette envie d'aller découvrir un pop-up store. Parce que au début, en fait, l'histoire des pop-up stores, c'était communiquer, peut-être utiliser une communication guérilla pour que les consommateurs soient curieux, aller découvrir, etc. Aujourd'hui, ça devient plus compliqué. On veut plus de gens pour venir parce qu'on veut aussi rentabiliser cet investissement. Donc, quel est le rôle de la communication, des réseaux sociaux ou comment Attention, moi je pense qu'un pop-up store, c'est pas fait pour être rentable. Voilà. Okay. Donc c'est une dépense, et on l'a dit, une dépense qui souvent est plus de communication pour faire du buzz, et puis de tester des choses. De tester des choses en vente, en digital ou en physique et autres. Donc clairement, la notion de rentabilité, elle est relative. Par contre, la notion de trafic, elle est importante, parce que si je veux avoir un test représentatif, il faut bien entendu que dans mon pop-up store, il vienne du monde. C'est vrai que c'est la seule question que je me suis posée pour le pop-up store AliExpress des Halles, c'est que il a duré que 2 jours. Oui. Donc, si vous voulez faire une expérience client,
ça me semble un peu court, mais bon, c'était peut-être pas l'objectif ici d'Alibaba. C'était plus de tester et de faire parler d'AliExpress en France. Mais en tout cas, oui, la question du trafic, c'est un petit peu par rapport à notre discussion d'hier, Galia. Ce que je disais, c'est que avant c'était viral quand il y avait un pop-up store qui s'installait quelque part, tous les journalistes venaient, voilà, ça se passait plutôt bien, on va dire. Maintenant, il faut mettre un peu plus. Tous les journalistes traditionnels viennent, bien entendu, de la PQR à la presse magazine nationale, le Parisien, le Monde, ou voilà. Mais les journalistes comprennent pas forcément toujours. C'est pas une critique, hein, les journalistes de la presse historique, on va dire, sont pas forcément toujours au fait. Donc c'est principalement de la communication virale qu'il faut chercher. D'autant plus que, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on va voir aussi, c'est tester des nouvelles cibles, les millennials, les générations Z, qui elles ont beaucoup plus d'habitude et donc d'habitude digitale. Donc voilà, il faut créer le trafic et après je dirais, c'est presque plus de la relation presse et du community management que d'avoir une régie publicitaire. C'est pour cela peut-être que les marques sont en train de favoriser de plus en plus de blogueurs ou de blogueuses pour Oui. venir découvrir et faire découvrir le pop-up. Très bien. Donc, Et utiliser TikTok, savoir utiliser TikTok, ce qui est pas évident, mais si vous oubliez TikTok dans une stratégie de lancement d'un pop-up, il manque un doigt à la main, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on avait fait plusieurs discussions avec des collègues que plusieurs plateformes digitales comme Instagram, TikTok et Snapchat d'ailleurs sont très importantes pour en faire parler et faire découvrir à cette cible des millennials. Donc, Jean-Marc, est-ce que tu m'entends? Je pense Oui. qu'on a coupé. Ok. Donc, Non, mais c'est parce que j'ai quelqu'un qui cherche à m'appeler, donc à chaque fois je dis rappelez. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, on avait hier discuté également plusieurs cas de figure de magasins éphémères qui sont très intéressants. On peut parler de quelques cas de figure qui t'ont marqué à toi personnellement et puis on va conclure avec le cas de figure d'AliExpress et vraiment détailler ce qui s'est passé en magasin. Alors, les pop-up stores qui m'ont marqué, il y a celui de la Redoute quand même avant de venir à AliExpress. Et finalement, celui d'AliExpress était assez proche de l'expérience My Dressing de la Redoute. C'est-à-dire, My Dressing, c'était un container qu'ils ont posé dans 5 villes en France, je crois, au moment de Noël. Mais l'expérience était purement mobile en main, mais il y avait de l'information partout et tout. Donc, alors, AliExpress, moi, ce qui m'a fait, la première chose, c'est anecdotique, mais ce qui m'a amusé, c'est qu'en fait, c'est exactement au même emplacement que le pop-up store d'Amazon l'année dernière, il y a 2 ans, au moment de Noël. Sauf qu'Amazon avait pris 4 ou 5 emplacements. Je peux vous dire, j'ai aucun parti pris. Je ne préfère pas Alibaba, Amazon ou inversement. J'aime autant Walmart. Mais je peux vous dire que la qualité d'exécution de Walmart était catastrophique. Et donc, vous me posiez la question hier du pop-up que j'ai le moins aimé. C'est clairement un pop-up Amazon. Ce qui est étonnant parce qu'ils savent faire des magasins. Quand on voit ce qu'ils sont en train de réaliser aux États-Unis avec les Grocery et les Amazon Go et autres. Mais bon. Et donc, quand je suis arrivé en face du AliExpress, déjà, j'étais étonné parce qu'il était en face du café, ex-café Amazon. Voilà. Et donc, c'était intéressant parce que c'est petit. Mais déjà, ma première interrogation, mais les médias en avaient parlé, c'est qu'il n'est pas du tout représentatif de ce que AliExpress essaye de lancer ailleurs dans le monde. Les fameuses AliExpress Plaza. Bon, il y en a 2 en Espagne, hein, l'Espagne étant la deuxième place forte derrière la Russie d'AliExpress dans le monde. Donc je m'attendais à trouver un Plaza, et les Plaza pour moi c'est voilà, vous prenez un Xiaomi, un Huawei, un Samsung ou un AliExpress Plaza, c'est à peu près pareil, quoi. On vend de la mobilité urbaine, du média, des objets connectés. Donc là déjà très surpris parce que l'expérience, enfin c'est même pas l'expérience mais l'assortiment qui était présent dans ce magasin, dans ce pop-up AliExpress, était à 80% des vêtements, alors que le secteur est quand même pas en forme aujourd'hui, sauf pour les vêtements à bas prix. Et ça, c'est quand même la force aussi d'AliExpress, c'est que
indépendamment, même au-delà des vêtements, c'est quand même des prix, voilà. Donc déjà, je me suis dit que là, ils sont en train de tester quelque chose, peut-être parce que c'est la capitale de la mode, et on sait qu'Alibaba cherche à promouvoir aussi les créateurs chinois, les jeunes talents dont tu parlais, Galia. Là aussi, ils cherchent à en faire la promotion. Donc, il y avait vraiment une qualité d'assortiment. On est au niveau de prix de Primark, sans critiquer Primark, mais ça n'a rien à voir en termes de style, quoi. On était vraiment dans du beau, voilà. Et puis quelques objets comme des petits moteurs culinaires, des choses comme ça, mais l'expérience était vraiment intéressante. Et puis il y avait aucune communication. La seule communication qu'il y avait, c'est à l'intérieur, en rentrant dans le magasin, un QR code en disant télécharger l'appli AliExpress. Je pense qu'il faut que ce soit quand même accompagné. Moi, j'y suis allé, j'ai eu la chance de rentrer juste avant l'ouverture, donc je voyais pas comment les vendeurs se comportaient avec les clients, mais clairement, il faut que ce soit quand même une vente accompagnée aujourd'hui, parce qu'il faut quand même comprendre qu'il faut télécharger l'appli, que sur l'appli, il y a un moteur de recherche, et que dans le moteur de recherche, il y a un petit symbole appareil photo. Bon, moi, j'avais tout de suite pigé, parce que ça fait 5 ans que j'utilise, mais voilà. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'en dehors de ça, il y avait aucune communication, quoi. C'était livré. Alors, ça peut être pas bien, parce qu'on peut se dire, on est dans un vestiaire, voilà, et tout est beau, mais combien ça coûte, en quoi c'est fait, etc. Une des seules étiquettes que j'ai trouvées, j'espère que je ne mets pas en défaut par rapport à la totalité de l'offre, mais c'était une étiquette en chinois avec des prix en RMB. Mais sinon, j'ai vu aucune étiquette. Voilà, c'était amusant, c'était amusant. Le comparatif de prix, par contre, était ou alors je sais pas, mais le RMB a beaucoup augmenté. Mais en fait, c'est amusant. Mais en tout cas, c'est surprenant de voir. Donc, moi, je pense que, je sais pas, même si je suis assez proche j'aime beaucoup l'équipe Alibaba France, je sais pas quel était l'objectif. Mais en tout cas, je pense que c'était effectivement de prouver que c'était de la qualité, parce que il y a beaucoup d'éléments de réassurance à donner en ce moment sur aussi bien Amazon, c'est bon, ça y est, les gens sont en confiance, mais AliExpress ou d'autres que je citerai pas parce qu'il peut y avoir des plateformes, voilà, mais les gens ont besoin d'être mis en confiance. Donc je pense que on sait que les vêtements sont une des premières ventes sur AliExpress en Russie, en France, en Espagne, en Italie, au Brésil. Je crois que c'est un des premiers segments. Avec les cosmétiques, mais bon, les cosmétiques, c'est un peu plus compliqué à exposer dans un pop-up store. C'est un autre sujet. Encore une fois, un sujet. Là, c'était exactement ça. C'était un sujet, pop-up store, un sujet. S'ils avaient mis aussi des cosmétiques, on n'y comprenait plus rien. Donc clairement, une fois que vous avez bien intégré que finalement le digital, je m'excuse, j'ai des phrases que je martèle depuis des années comme ça. J'en ai une qui dit le commerce de demain tiendra dans la main. Bon, c'est un peu ce qui commence à se passer. Et puis le deuxième, c'est de dire que finalement le digital, le meilleur digital qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on ne voit pas et auquel on ne pense plus. Voilà. Donc là, finalement, c'est ça. Vous prenez votre produit en main. Vous le mettez, vous le flashez avec l'appli native, hein, c'est pas une appli spécifique AliExpress qu'on utilisait pour ce magasin, c'est l'appli native que vous pouvez télécharger sur votre smartphone, voilà, et qui vous permet aussi d'acheter dans ce magasin. Donc vous voyez, il y a ce online, offline, ce sans couture qui est intéressant. Puis après, une fois que c'est acquis, c'est quand même assez intéressant parce que une fois que vous avez flashé le produit, vous voyez le prix. Vous voyez des descriptifs. Et puis, comme je disais tout à l'heure, la différence par rapport à Amazon, c'est que il y a vraiment, vous pouvez aller très loin dans l'environnement du produit que vous êtes en train de tenir dans la main. C'est-à-dire, il y a des photos, j'ai pas vu de vidéo, mais enfin, on en apprend beaucoup plus sur ce produit, ce qui peut être une expérience intéressante. Et là, du coup, encore une fois, c'est pas du parti pris, mais clairement, AliExpress est Alibaba est le plus avancé dans cette fluidité d'information. Là, vous avez le produit dans la main. Vous n'avez pas l'étiquette, mais avec votre téléphone, finalement, c'est une étiquette qui est 100 fois meilleure que celle qu'il pourrait y avoir sur le produit. Et vous avez toujours quand même des vendeurs qui sont là, puisque bien entendu, la finalité, c'est pas de faire un magasin sans vendeur, c'est de faire un magasin sans stock. Alors ça aussi, c'est une nouvelle génération de magasins. Donc on teste ici un magasin sans stock, j'imagine, sans information, sans prix, sans rien, de manière à ce que le client puisse faire son voyage lui-même par rapport au produit et l'acheter. Alors après, il faut accepter qu'il mette peut-être 10 jours, espérons 3 jours quand il y aura la plateforme AliExpress à Liège. Mais il faut accepter qu'il soit délivré après, mais vous repartez les mains dans les poches, vous l'avez touché, vous l'avez vu.
vous l'avez pas essayé, mais bon, comme sur une place de marché. Enfin voilà. Moi, j'ai trouvé vraiment le traitement, enfin très très bien exécuté. Mm. C'était chaleureux, voilà. Parce que le problème, c'est que les gens pensent toujours que, et là, les grosses marketplaces renforcent ça. Le digital, c'est froid. Oui. Donc du coup, quand un pur player descend dans le monde physique, il a besoin de rassurer. Il est digital, c'est un digital brand native, digital native brand, vertical brand, mais il sait aussi faire du chaleureux et le digital avec le physique est chaleureux. Donc Par voilà, contre, moi j'ai si, bien aimé. si on peut rebondir aussi sur un détail de développement de ce point de vente physique, Hmm. plein de clients que j'ai entendu parler durant ma visite au pop-up ont dit qu'ils ont aimé mais qu'ils n'ont pas trop aimé. En parlant un tout petit peu avec ces clients, j'ai demandé tout simplement qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. La surprise était que, comme tu l'as dit, plein de gens ont trouvé que c'était froid et fade et qu'ils sont rentrés, ils ont fait le tour, ils sont ressortis et ils n'ont rien ressenti. Donc, si une personne n'est pas imprégnée dans ce parcours digital, est-ce qu'il y avait, vous pensez, un manque de communication pour faire comprendre à tous les autres qui ne sont pas très digitales et très éduqués comment et quoi faire? Parce que la plupart des gens, apparemment, ont zappé la petite intro qui est en face de la Je porte. peux le comprendre parfaitement. Voilà, Mais il y avait des gens qui étaient là pour leur expliquer. Mais là, oui, je suis d'accord, il y a un gap culturel. Voilà, c'est oui, que enfin, nous, on vit avec nos applis en permanence et bon dans la main. Et quand on arrive dans un magasin comme ça, on peut comprendre que les gens viennent voir un magasin et on n'est pas dans, ils se sentent pas dans un magasin, même si les produits étaient beaux, ils étaient quand même très typés, on va dire génération Z et millennials. génial. Voilà. Donc si on part de ce principe-là et que effectivement il y a quelque chose qui manque, c'est à force de pas afficher le prix, on peut penser que c'est une boutique chère. Oui, Donc il y a plein de choses effectivement dont le consommateur, le client va trouver la réponse ou dans son interpréter smartphone, différemment. C'est vrai, ce qui c'est n'est vrai. pas évident. C'est là aussi on est culturellement un peu trop à la pointe. Bon, c'est vous savez, moi je pense qu'un digital natif chinois, il est plus si éloigné d'un digital natif américain, canadien, français, italien, parce que sur le digital, on est tous maintenant bien, on devient mature, mais il y a encore un gap culturel et que en Chine, ils ont quand même encore 5 ans d'avance. Donc là, vous avez Oui, un magasin qui a peut-être 5 ans d'avance, 3 ans d'avance, on va dire maintenant avec le Covid, par rapport à ce qu'on pourrait connaître. Mais ce sera jamais la totalité des magasins. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un segment de niche. mhm, C'est un test, parce que si on aurait fait la moitié des choses, c'est-à-dire un petit bout avec des étiquettes et un petit bout sans étiquette, je pense que ça n'aurait pas été la même. Alors voilà, donc moi c'est mon avis, mais je peux parfaitement comprendre que des gens n'aiment pas euh, parce qu'ils ont peut-être pas compris. Je oui, suis d'accord que l'expérience est basée là-dessus. Donc voilà, c'est un mauvais point peut-être pour ce pour, pop-up, mais vous savez, moi quand je suis allé à la Redoute, je l'avais vu à Lille dans le container, on avait du mal à comprendre aussi. Hein. mm, C'est mm, surprenant, quoi. Donc même moi qui suis habitué, donc je peux comprendre que ça interpelle, je peux comprendre que ça plaise pas, je peux comprendre qu'on se dise je comprends pas. oui. C'est parfaitement possible. Bon, Et pour j'ai un avis rebondir, différent. donc, peut-être la marque devrait répéter ces concepts régulièrement pour faire aussi comprendre ou éduquer les consommateurs de tout ce qu'elle fait et de Oui. tout ce qu'elle aimerait faire. Jean-Marc, une petite question donc pour recentrer toutes nos idées. Plein de pop-up stores donc viennent dans les grandes villes, ils s'installent, ils présentent de nouveaux concepts, etc. Mm. Plein de marques font des one-shots et d'autres marques sont plutôt dans des logiques de répétition de pop-up stores. Et Mm. il y a quand même, comme tu avais indiqué, des pop-up stores comme des conglomérations de pop-up stores comme celui par exemple de Box Park à Londres ou à Dubaï, qui sont des concepts très intéressants et que j'aimerais discuter avec toi.
Bah, le Box Park, c'est le seul pop-up store qui devait être éphémère et qui est toujours là. Voilà, donc le Box Park, qui était donc le premier pop-up mall, hein, et en fait, à l'origine, le Box Park a été créé pour offrir à des marques qui voulaient faire du pop-up store au moment des Jeux Olympiques de Londres. Donc Nike et tout ça ont été intéressés pour faire bien entendu des événements dans les magasins qui vendaient du Nike à Londres, mais d'avoir un endroit et donc l'intelligence de ce concept, c'était de proposer ces Box Park au moment des Jeux Olympiques et on y a vu le lancement de Nike Fuel et puis après toutes sortes de magasins qui sont vraiment intéressants. Mais ça marchait tellement, c'est devenu tellement un lieu d'after à New York que du coup ils l'ont laissé. Voilà, il devait logiquement après les Jeux Olympiques de Londres, il devait partir à Amsterdam. Voilà. Donc il a été un peu détourné, preuve de son intérêt, preuve peut-être là, on est dans un collectif, on va dire, mais marketé, comme tu parlais tout à l'heure des collectifs de pop-up store. Là, ça n'a de nom maintenant de pop-up que le nom. Il y a certaines boutiques qui ne durent qu'un mois, mais par contre, il y a du salon thé, c'est devenu un lieu d'after. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, moi j'ai vu le même à Dubaï, mais ils ont copié le Box Park de Londres, mais en permanent, c'est-à-dire parce que un des codes du pop-up store, moins maintenant, mais au début, c'était beaucoup le container. Donc le Box Park de Dubaï est en container, mais c'est du faux container permanent, mais c'est exactement les mêmes codes de ces briques. Vous savez, comme Puma a fait énormément de réputation au pop-up store au tout début parce qu'ils avaient des gros containers qu'ils empilaient les uns sur les autres. C'est ça qui a fait aussi déclencher cet engouement pour le pop-up store. C'est que on peut faire n'importe quoi et on peut se lâcher en termes de créativité. C'est hyper intéressant. Donc là, bah, c'est Box Park, c'est devenu un code, on va dire. Et je ne sais pas quel est l'avenir du Box Park parce que s'il n'a pas été créé pour durer 50 ans, il va falloir qu'il le transforme un jour. Mais c'est pour moi la seule expérience où effectivement le pop-up store a pas été que éphémère. Après, ce qu'on voit, c'est des pop-up stores qui circulent dans le monde. Si on parlait tout à l'heure de l'expérience des Magnum, Oui. des ice cream, la Make Your Own, ils l'ont testé dans tous les pays. Pour l'instant, on n'a pas vu de magasin en vente directe 100% Magnum, mais il était intéressant parce que ça aussi, c'était quelque chose, ça peut pas, enfin non, c'est pas un détail, mais make your own. C'est-à-dire que les magnums, ben, on connaît tous le magnum vanille cacahuète, vanille amande, café, etc., double crème, double caramel et autres. Personnalisation, Voilà. Là, ils ont pu personnaliser. Vous imaginez les statistiques qu'ils ont pu faire oui, au niveau des parfums, des des goûts, combinaisons de parfums, c'est puisqu'en ça. fait, c'est les gens qui disaient, moi, je veux des petites pépites de chocolat, puis un petit peu de pépites vanille, puis un petit peu de nougat et tout. Donc, en fait, ils ont satisfait, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils disaient entre 800 et 1000 magnums par jour. Enfin, Mm. c'était colossal. Donc, ça veut dire que statistiquement, on disait bien que le pop-up store c'est fait pour apprendre à tester. Statistiquement, ils ont pu, tous les topics, ce qu'on appelle c'est ça, les topics là, ils ont pu tester, faire des statistiques sur les combinaisons de goûts préférés, etc., etc. Donc c'est vraiment, encore une fois, l'argent, c'est pas fait pour faire de l'argent. Je pense C'est que la collecte de données qui est très c'est la collecte de valorisante. données, c'est tester, c'est aller à la rencontre de son public, le surprendre, lui faire vivre une nouvelle expérience, changer son image, hein, parce qu'encore une fois, si on prend le cas d'AliExpress, c'est une image froide, quoi, c'est une place de marché, voilà, donc ça interpelle quelque part. Et puis je pense que c'est plus les médias qui font le boulot que le trafic. En l'occurrence là, 2 jours de trafic, vous pouvez pas bien juger, mais c'est les médias qui en parlent. Moi, je trouve qu'ils en ont pas bien parlé parce qu'ils ont pas trop parlé de l'expérience justement centrale que moi j'ai appréciée. Donc voilà, donc les pop-up stores, ils vivent, ils meurent, ils laissent beaucoup de traces à l'interne à la société, qui a plein de doutes sur qui sont mes futurs clients et autres. Et c'est un super outil pour aller justement à cette rencontre-là. Donc, merci Jean-Marc. On a, je pense, fait un très beau tour en faisant une esquisse en fait de l'évolution des pop-up stores, les points forts, les avantages d'adoption par les marques et les différences de type de pop-up store qu'une marque puisse choisir. Est-ce qu'on peut, oui, dis-moi si on peut ajouter quelque chose pour compléter ce bouquet avant de Eh terminer notre ben, live. justement, live est le bon mot. Euh,
Moi, ma réflexion du moment, c'est que si vous connaissez le live streaming en Chine, au départ, c'était des leaders d'opinion, hein, on l'appelle les key leaders opinion. Oui, Bon, et puis c'est devenu dans un intérêt de vente directe. Hein. Il y a beaucoup de gens qui commençaient à vendre en live streaming, et puis les marques ont commencé à s'y mettre. Et là, avec l'épidémie, vous avez des magasins qui étaient fermés et qui vendaient en live streaming. oui. Donc, je sais pas, il y a une semaine, je me dis bon, les pop-up stores, on en voit un peu moins, ça marche toujours et tout. Mais je me demande s'il n'y a pas une combinaison live streaming pop-up store qui peut se créer un jour et qui peut être un nouveau créneau intéressant. Voilà, c'était le petit point que j'avais oublié dans la démonstration, mais qui pour moi, c'est une réflexion pour l'instant. Hein, c'est sorti de la tête de. Je me permets, Mais d'ajouter là pour te dire qu'il y en a une société qui le fait déjà. On a fait un entretien sur ah notre oui, plateforme qui s'appelle Go Pop-up. Et c'est un concept très simple. Tu peux acheter un abonnement directement, tu t'installes en live et tu peux en live streaming oui, vendre ton concept et venir à la rencontre de tes clients pour les proposer un service aussi bien qu'un produit. Et on a remarqué que de plus en plus de marques de restaurateurs, des boulangers font des live streaming ouais, pour ouais, vendre ouais. des menus plus que des produits. Voilà. Ah mais alors forcément, ça a un tel engouement en Chine que ça va sortir chez nous. J'ai vu ce matin qu'Amazon lançait une plateforme pour proposer à ceux qui veulent de faire du live streaming. Donc forcément, ça va exploser et c'est peut-être, on parlait de trafic dans un pop-up store ou dans un magasin, c'est l'extension naturelle du magasin. Et encore une fois, bah, ça va avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que sans le digital, ça va devenir compliqué, quoi. Mais tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Voilà, En tout cas, faut, c'est faut, plein d'options pour les marques oui, et les consommateurs. Il faut s'y mettre et savoir quelle ouais, combinaison marche le mieux pour notre marque suite à nos objectifs et ouais, aux clients que nous visons. C'est ça, que nous ouais. ciblons. Euh, Séduction, séduction, séduction. c'est ça. Jean-Marc, est-ce que tu veux ajouter un petit mot avant de conclure notre beau live? Bah, écoutez, je remercie tous ceux qui ont participé, qui m'ont écouté patiemment. Ce que je dirais, c'est qu'on vit une période difficile, qu'il faut être soudés, il faut se tenir tous par la main, faut s'encourager mutuellement. Le commerce vit à la fois des très très grosses difficultés, mais il n'y a pas que le commerce. Mais d'un autre côté, il y a énormément d'enseignements à tirer de cette période, justement sur des choses sur lesquelles on hésitait parce qu'on pensait que les clients étaient pas prêts. Et en fait, avec cette pandémie, ils ont montré qu'ils étaient culturellement tout à fait matures et que ça a accéléré. On va dire que le commerce a dû gagner en expérience au moins 3 ans. Voilà. Et là, on va être dans une période. Alors, malheureusement, c'est pas fini, mais on va être dans une période de stabilisation parce qu'au début, tout le monde a été obligé de répondre en créant de nouveaux moyens. Regardez Boulanger qui n'avait jamais fait de click and collect. En un mois, il a monté 135 stands de click and collect drive sur ses parkings. Donc, c'est une catastrophe qui sera durable. Il ne faut pas parler d'après parce que je pense qu'on va être obligé de vivre avec. Et il faut essayer de voir, avec beaucoup de pessimisme autour, mais il faut essayer de voir ce qui est intéressant dans cette évolution, cette révolution liée malheureusement à une crise sanitaire, mais qui est très intéressante à regarder au niveau des comportements. Voilà. Merci Et Jean-Marc. merci à tous. Merci Merci à beaucoup. tous. On va mettre ce live directement sur IGTV. Je vais partager le lien de ton blog sur les stories. Comme ça, les gens pourraient également aller voir tous les blogs que tu Oui. as écrits et surtout Et sur les puis magasins éphémères. voilà, et sur Altavia Shoppermine, donc je dirige au sein du groupe. Voilà. Super. Merci Merci à beaucoup tous. et bonne Bye soirée. bye. Au revoir. Bonne Bye. soirée.